On a les deux. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci à ceux qui sont aujourd'hui présents ici à Belleville en Beaujolais. Merci à ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. Président, bien sûr, venez à mes côtés. Alors, c'est un grand jour, hein, c'est un grand jour dans cette présentation qui va avoir lieu maintenant. Thierry Lecatelli, vous êtes le président de la cave Vinescence, mais aussi le président de cette scie que nous portons aujourd'hui sur les fonds baptismaux très officiellement. Et avant d'évoquer peut-être cette étape avec une partie de vos élus présents, on va peut-être les écouter, les voir tout à l'heure, avec également un certain nombre d'élus qui sont à vos côtés. On va également leur proposer d'intervenir à la fin de cette présentation. Mais d'abord, vous, Thierry Lecatelli, ce parcours qui est le vôtre sur cette belle terre beaujolaise. Eh bien, merci Marie-Luce. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter succinctement. J'ai 60 ans. Je suis lorrain d'origine, né à Metz. J'ai vécu dans un petit village à côté de Metz de 500 habitants, dans une famille de terriens. Et j'ai eu la chance de faire de très longues études, puisque je suis ingénieur chimiste, sur une école lyonnaise, Centre Polytechnique Européen. Et c'est durant cette période estudiantine que j'ai eu l'occasion de découvrir le Beaujolais, où je suis venu pour faire des vendanges, pour gagner quelques argent, pour améliorer mon ordinaire. Et c'est durant ces vendanges que j'ai rencontré la maman de mes enfants, dont je suis séparé maintenant. J'ai 5 enfants, 4 filles et un garçon qui travaille avec moi, qui est viticulteur lui aussi. Et après ces études, j'ai démarré une première vie professionnelle en région parisienne, où j'ai travaillé pour des bureaux d'études sur de la conduite de projet. Le fil conducteur de ces projets est en fait le traitement des déchets, notamment industriels ou faiblement radioactifs. Et c'est peut-être cette vie parisienne qui rapidement m'a fait comprendre que j'avais un manque terrible de la terre. J'avais besoin de la travailler, j'avais besoin d'y mettre les mains. C'est la raison pour laquelle, au bout de 10 ans, je me suis dit qu'il fallait que je prépare une reconversion professionnelle et je ne pouvais pas continuer comme ça. Cette reconversion m'a pris une dizaine d'années, parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, une petite famille qu'il fallait bien que je fasse vivre. Et c'est donc en 2004 que j'ai franchi définitivement le pas et que je suis venu m'installer sur la région beaujolaise pour exploiter au départ une exploitation qui faisait 7,5 hectares, engagée en totalité à la cave coopérative de Vinescence. Aujourd'hui, avec mon fils, on exploite à peu près 40 hectares, 35 en production et 5 qui sont en cours de restructuration. Durant toute ma vie, je me suis toujours engagé pour le collectif. J'ai eu, je dirais, la chance, peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, de passer 7 années en internat, à dormir dans des dortoirs de 40. Le groupe, ça vous apprend ce que c'est le groupe, ça vous apprend la vie de groupe, ça vous apprend la solidarité, l'entraide. Durant cette période, j'ai toujours été chef de dortoir. Chef de dortoir, c'est celui qui va parfois défendre l'indéfendable. C'est ce que j'ai fait. Durant cette période-là, j'ai aussi eu la chance j'ai été chef de classe, donc celui qui participe au conseil, qui va essayer de défendre ou de présenter les erreurs de parcours de certains. J'ai continué toute ma vie comme ça. Quand j'étais étudiant, j'ai été président du bureau des élèves. Quand j'ai démarré ma vie en région parisienne, j'ai toujours participé aux conseils syndicaux des copropriétés dans lesquelles j'habitais. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai été pendant 10 ans le président de la classe 8 de Saint-Léger. Et donc, je dirais à peu près tout à fait naturellement, j'ai fini par rentrer au conseil d'administration de notre cave, où j'ai occupé diverses fonctions, jusqu'à celle donc, de président du conseil d'administration depuis maintenant 8 ans. Alors, c'est intéressant de débuter, on pourrait se demander pourquoi un peu ce CV, mais parce que quelque part, vous incarnez tout ce que l'on va présenter ensuite en termes d'installation, en termes de transmission, en termes de reprise, aujourd'hui de nouveau en termes de transmission. Donc, on l'abordera tout à l'heure, mais après ce parcours qui est le vôtre, eh bien, celui de cette belle cave qui nous accueille aujourd'hui. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu succinctement les choses. Aujourd'hui, Vinescence, c'est le regroupement de 3 caves beaujolaises. La maison des vignerons de Chirouble, le cellier des Saint-Étienne, qui se trouve à Saint-Étienne-des-Ouyères, et la cave des vignerons de Bel-Air, donc le site sur lequel nous nous trouvons actuellement. Donc aujourd'hui, Vinescence, c'est environ 1200 hectares, c'est environ 300 sociétaires,
c'est l'ensemble des vins du vignoble, donc les 10 crus, nos appellations régionales, les Beaujolais villages, et nos appellations bourguignonnes, Bourgogne blanc, Bourgogne rouge, Crémant de Bourgogne. C'est aussi sur une année pleine, alors je le dis volontairement année pleine, parce que ces derniers temps, on a quand même quelques difficultés à faire le plein sur notre vignoble, comme partout ailleurs, je pense, en France d'ailleurs. C'est en temps normal, c'est 70 000 hectolitres de production. Et cette dimension, justement, peut-être par rapport au Beaujolais dans sa globalité, ça représente quoi sur la cave? C'est une évolution importante. La cave aujourd'hui, c'est 8% du vignoble Beaujolais. Donc je pense que c'est un des acteurs majeurs du vignoble. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'ensemble des appellations. Donc quelque part, je pense que notre cave est représentatif de ce vignoble. Et alors cette représentation, on la retrouve dans ce collectif. En 1929, la création de cette cave initialement, bientôt 100 ans. Ce collectif, il a toujours été l'âme même de ce regroupement qui a porté les viticulteurs qui en ont fait partie. Et ce collectif, on le retrouve aujourd'hui autour de vous, avec Alexandre Portier, député du Puy-du-Rhône, avec Jérémy Thien, conseiller régional qui représente Monsieur le Président Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Frédéric Panchéry, maire de Belleville en Beaujolais, Frédéric Bezem, maire de Chirouble, Laurent Bézy, qui est vice-président de la cave, Frédéric Germain, qui est votre directeur actuellement sur la cave, donc qui vient de vous rejoindre, Hervé Nico, gérant de la filiale exploitation couleur terroir, et Thibaut Gauthier, directeur du lycée Bel Air, ainsi que Myriam Milmaz, puisque vous avez été accompagné dans cette histoire par l'URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes, et Myriam, on la remercie encore, est secrétaire générale de l'URSCOP. Alors, forcément, cette présence, elle est aussi le témoignage du soutien qui vous est apporté dans ce projet. Alors, comment est-ce que vous avez concrétisé cette évolution collective? Alors, on va peut-être pas reprendre les 100 ans, si vous voulez bien, Président, mais au moins les 15 dernières années, peut-être. Comment vous avez monté ça? Si on voulait reprendre les 100 ans, pour être honnête, j'aurais peut-être eu quelques difficultés à en parler. Je dirais, si on doit regarder les 15 dernières années, je pense que nous avons une cave qui a toujours essayé d'anticiper les évolutions du vignoble, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sociétales. Je pourrais peut-être donner 2 ou 3 exemples pour concrétiser un petit peu mieux mes propos. Nous avons un vignoble qui a connu pendant très longtemps une période de crise, qui fait que nos exploitants avaient quelques difficultés à vivre. Et nous avons pensé qu'il était préférable pour certaines exploitations de restructurer leur vigne et de repasser sur un cépage un peu différent. Le cépage typique du Beaujolais, c'est le Gamay. Et donc, nous avons encouragé nos sociétaires à planter des blancs. Donc, nous avons démarré cette plantation de blancs en 2006-2007. Je pense que là aussi, on a été un peu précurseurs, puisque le vignoble a emboîté le pas quelques années après. En fait, hein. Donc, aujourd'hui, Vinescence, c'est 150 hectares de blancs. Et pour encourager les gens à aller dans cette démarche-là, nous avons mis en place volontairement des prêts à taux zéro qui permettaient aux gens de lancer leur restructuration sans avoir de trésorerie ou pas beaucoup de trésorerie à sortir. Ces prêts étant remboursables à partir de la première récolte sur les 8 années à venir. Ensuite, si je prends un deuxième exemple, et j'en ai déjà parlé un petit peu avant, nous avons aussi été moteurs sur le regroupement des caves. Sur un vignoble en crise, vous perdez des surfaces, tout le monde perd des surfaces. Si on veut pouvoir continuer à avancer, il était nécessaire que nos caves se regroupent, ce qui nous permet d'avoir une structure collective importante, de continuer à avoir un appui technique, par exemple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous avons là aussi été moteurs, puisque nous sommes l'incarnation de 3 anciennes caves du vignoble Beaujolais. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est peut-être celui qui concerne les certifications HVE3, haute valeur environnementale de niveau 3. C'est une certification vers laquelle l'État cherche à amener l'ensemble de nos exploitations agricoles, enfin que viticoles, agricoles. À tel point que pour nous y amener, l'État a mis en place un crédit d'impôt, par exemple, l'année dernière, pour bien faire comprendre aux gens qu'il fallait aller vers cette démarche-là. Aujourd'hui, les derniers chiffres disponibles, on a un petit peu moins de 25 000 exploitations en France qui sont certifiées HVE3, dont à peu près d'ailleurs les 3/4 qui sont issus du monde viticole.
Alors 25 000, on peut se dire que ce n'est pas énormément, puisque la France aujourd'hui, c'est à peu près 420 000 exploitations agricoles. Mais c'est le début. Et si on zoome un peu plus sur le Rhône, on s'aperçoit que le Rhône, c'est un tout petit peu moins de 900 exploitations qui sont certifiées HVE3. Ces 900 exploitations, ça représente 3,4% des 25 000 dont je parlais précédemment. Donc on comprend bien que le Rhône fait plutôt partie des départements moteurs sur le sujet. Et je voudrais faire un dernier zoom, qui m'intéresse le plus, sur la cave de Vinescence. Vinescence, aujourd'hui, c'est 128 exploitations qui sont certifiées HVE3. C'est donc un petit peu moins de 15% de l'ensemble des exploitations du Rhône. Donc, juste pour illustrer mon propos, je pense qu'effectivement, on a toujours été moteur et on souhaite continuer à rester moteur sur les évolutions à venir. Alors, vous avez également, il y a une quinzaine d'années, commencé à visualiser les premiers signes qui commençaient à apparaître autour de cette perte de terres viticoles, justement. La surface se réduisait. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette analyse, et hormis factuellement, bien sûr, il y a l'arrachage, etc., mais qu'est-ce qui vous a induit après vers une structuration de votre réflexion? En fait, vous l'avez dit, visuellement parlant, ça se voyait, puisque le vignoble du Beaujolais, sur ces 20 dernières années, a perdu à peu près un tiers de ses surfaces, pour passer de 25 000 à 24 000 plutôt, à 15 000 hectares. Donc visuellement, ça se voyait. Et en fait, ce qu'on voyait là, je pense que ça masquait une problématique encore plus profonde. Tout le monde pensait que c'était lié à la crise, mais il n'y avait pas que la crise. En fait, il y a d'autres paramètres importants sur ce sujet-là. Le fait qu'aujourd'hui, le monde agricole en France vit une crise générationnelle, on a beaucoup de difficultés à assurer la relève. Et tout ça, ça vient de plusieurs raisons. Je pense que la première, il faut reconnaître que quelqu'un qui travaille la terre a un métier qui est plutôt difficile, qui dépend en grande partie de la météo. Alors, de la météo dans son organisation au quotidien de son travail, mais également de la météo dans la qualité de ses récoltes, donc quelque part dans la qualité de ses revenus. C'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'on est plutôt sur des métiers qui sont parfois dévalorisés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui pensent que nos agriculteurs sont plutôt des gens sans scrupules qui exploitent la terre en essayant d'en tirer un maximum sans se préoccuper de l'entraînement, de leur environnement, pardon, ce qui est complètement faux, parce que qui connaît mieux la terre que celui qui l'exploite, en fait. Donc je pense que c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que pour quelqu'un qui veut s'installer, hormis une installation dans le cadre familial, où là il y a les parents qui étaient là avant qui vont faciliter les choses, et quelqu'un qui veut s'installer dans un cadre non familial, il y a un apport important de capitaux à faire avant même de commencer à travailler. Et si on se projette un peu plus sur le monde viticole, vous apportez les capitaux au départ, vous allez travailler pendant très longtemps avant de pouvoir toucher les premiers dividendes de revenus. Un petit exemple, on attaque en ce moment la taille, tout le monde a commencé la taille, nous sommes au mois de novembre, la récolte ne va se faire que l'année prochaine, au mois d'août ou au mois de septembre. Quand la récolte va être faite, il va falloir vinifier les vins, les élever, avant de pouvoir les commercialiser. Et le jour où on les aura commercialisés, on va encore attendre un peu avec les délais de paiement pour commencer à encaisser les premiers dividendes de notre travail. Tout ça, ça prend 1 an et demi. Grosso modo, c'est 1 an et demi. Or, pendant cette année et demie-là, il faut bien continuer à vivre. Il faut payer ses fournisseurs. Quand on achète du GNR pour travailler, du gazole non routier, pardon. Quand on achète du GNR pour travailler, il faut bien le payer. Donc, il y a besoin d'un fonds de roulement important. Donc, ça monopolise énormément de trésorerie, ce qui vient bien compliquer les choses sur une installation. Et cette réflexion, justement, cette construction, et quand vous parlez de collectif, une partie de votre bureau est là à vos côtés aujourd'hui, cette réflexion pour chercher des solutions face à ces enjeux économiques, ça concernait aussi le territoire, parce que vous êtes totalement lié à ce territoire sur lequel est basée cette cave. Avec des jeunes exploitants que vous avez accompagnés déjà, parce qu'il vous fallait tester avant de pouvoir modéliser derrière une démarche qui s'est construite avec l'URSCOP maintenant, mais il fallait modéliser quelque chose. Oui, c'est exactement ça. En fait, nous avons voulu fonctionner de façon pragmatique. Nous avons voulu tester pour savoir ce qu'il fallait réellement faire. Et donc, nous avons contribué ces dernières années à l'installation de 6 néo-exploitants. Alors, j'aime bien le terme néo-exploitant parce qu'on parle souvent de jeunes.
dans le terme néo-exploitant, on englobe également celui qui est plutôt en phase de reconversion, qui n'est pas forcément jeune dans l'âge, mais qui est jeune dans le métier. Donc, nous l'avons testé sur 6 néo-exploitants et nous nous sommes aperçus qu'il y avait effectivement des problèmes de fond à régler. Je dirais, pour résumer, je dirais 5 différents types de problèmes. Le premier, il est nécessaire de pouvoir mettre à disposition des terres. Quelqu'un qui veut travailler, il a besoin d'avoir des surfaces pour pouvoir exploiter et il a surtout besoin d'avoir des surfaces qui vont lui permettre de vivre, d'avoir une exploitation qui soit économiquement viable. Donc, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point que nous avons testé pour répondre à la problématique de trésorerie dont je parlais précédemment, à la cave, nous avons accepté de mettre en place des avances sur récolte qui vont permettre d'abonder le fonds de roulement du néo-exploitant, qui donc vont lui permettre de vivre pendant l'année et demie où il n'a pas de revenus. Nous l'avons fait de cette façon-là. Nous l'avons fait d'une deuxième façon également. Nous avons à la cave une exploitation, une filiale d'exploitation pure. Donc, nous salarions les néo-exploitants qui le demandent, de façon à leur permettre au mois le mois d'avoir des rentrées de trésorerie. Là aussi, pour leur permettre de vivre en attendant les premières recettes, en fait. Et puis ensuite, et surtout, et ça c'est lié à l'anticipation qu'on avait faite sur le fusion, nous avons à la cave une technicienne vignoble qui est là et qui va encadrer les néo-exploitants, qui va les guider dans leur démarche de façon à ce que les premières années se passent correctement en termes de TTQ. C'est le dernier point. Et puis enfin, je dirais, le collectif est là, hein, on est dans une cave coopérative. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 300 exploitants. Le collectif est là pour la solidarité, pour l'entraide. On a fait beaucoup d'entraide quand c'était nécessaire de le faire. Et donc, c'est tous les paramètres que nous avons testés pour nous permettre de savoir comment il fallait fonctionner pour l'avenir. Alors, ces ingrédients que vous avez mis dans la constitution de ce projet, dans la réflexion que vous avez menée, il y avait la pérennité de la production qui est indispensable, et surtout, on le voit bien avec ce qu'on a pu vivre en termes de météorologie les dernières années. Il y avait les terres, vous l'avez dit, installer des néolithiculteurs, s'il n'y a pas les terres en amont, c'est un peu compliqué s'il faut les laisser attendre pendant 2 ou 3 ans. Et puis, il y avait aussi cette envie de continuer à transmettre. Et là, je vais demander à Thibaut Gauthier, qui est directeur du lycée Bel Air, de venir présenter ce partenariat qui a été mis en place, qui est vraiment pertinent, mais en même temps atypique, sur comment est-ce qu'on donne l'envie à des jeunes qui sont dans vos cursus de ne pas être que salariés sur une exploitation, mais aussi de se projeter dans un avenir et d'avoir envie de s'inscrire dans un projet-là qui fait pendant à la formation qu'ils reçoivent chez nous. C'est une vaste question. Ouais. Oui, mais vous allez répondre. Je crois qu'on donne envie en montrant un modèle, pour reprendre un peu ce que disait Thierry, un modèle innovant, de qualité. Alors, on travaille avec la cave coopérative sur des présentations qu'on fait en formation. On présente les différentes caves coopératives du Beaujolais et surtout une essence qui sont nos partenaires privilégiés. On travaille beaucoup avec les personnels de la cave aussi, voilà, où parfois ils sont maîtres d'apprentissage, maîtres de stage. Donc on envoie des jeunes en formation et ils sont toujours bien accueillis et bien accompagnés, donc, ce qui est un critère essentiel pour nous également. Et on travaille aussi également sur, alors c'est des choses qu'on va mettre en place sur des stratégies de communication. Alors pour l'instant, on est à l'échelle 1, on va dire, mais on l'a à l'esprit. Donc c'est travailler sur de la communication auprès des coopérateurs, auprès de nos jeunes quand ils viennent s'inscrire dans l'établissement. Voilà, et on essaye de démontrer tous ensemble quelles sont les vertus de la coopération. Alors, Thierry ne l'évoquera peut-être pas parce qu'il a une humilité qui est essentielle, donc moi je vais quand même pouvoir le dire, c'est que cette transmission dans laquelle vous êtes, elle ne porte pas que sur les jeunes issus de votre territoire, ça va bien au-delà, et même si par la suite ils retournaient sur leur propre territoire pour s'installer, c'est quand même un vecteur de développement et de pérennité auquel vous êtes sensible. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est confronté à des vignobles la France qui ont aussi des problèmes, qui ont les mêmes problématiques. Et il faut appuyer sur ce qui fait peut-être notre point fort aujourd'hui, c'est-à-dire que le vignoble dans le Beaujolais reste accessible par rapport à d'autres territoires. Et moi, je pars du principe que quand on fait venir des jeunes ici en formation, on leur présente ce qui se passe ici. Et on espère qu'ils resteront ici, mais c'est leur choix, ça. Et par contre, on essaye de leur faire envie tous ensemble. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent déjà, ceux qui sont dans ce cursus depuis 1 ou 2 ans
et que vous avez emporté dans ce projet de SIC avec la Cavinescence et les terres de Vinescence? Alors, j'espère qu'ils vont réagir positivement. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore des signes tangibles. C'est un peu trop tôt. Mais en tout cas, je sais que pour la plupart, ils souffrent de méconnaissance sur ce qu'est une cave coopérative. Ils partent de représentations passées, un peu comme sur le monde agricole, sur le monde rural. Mais je crois que surtout notre premier objectif, c'est de communiquer sur les points forts de la coopération et de l'Inescence en particulier, et plus tard du site. Voilà, pour leur montrer que ça peut être un excellent outil pour démarrer, pour s'inscrire dans une démarche collective, tout en bénéficiant de la solidarité des uns et des autres. Alors Thierry, justement, au-delà du fait d'être un projet économique, quelle est la logique ou quel est le choix qui a fait que vous vous êtes tourné vers l'URSCOP et que vous avez souhaité monter cette SIC, ou l'envie de monter la SIC et vous êtes retourné, on le fait comme vous voulez? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Thibaut, parce qu'on a surtout regardé l'aspect formation des jeunes. Et moi, dans ce qui m'intéresse, il n'y a pas que les jeunes. Il y a ceux qui veulent passer en reconversion professionnelle. J'en fais partie, je crois que je suis bien placé pour en parler. Ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile pour les toucher. Et la seule façon qu'on a d'avancer, c'est de communiquer. Comme on le fait aujourd'hui, comme on l'a toujours fait, comme on continuera à le faire. Nous sommes là, nous sommes disposés à accueillir les gens et à les écouter. C'est important de le dire, je pense. Et puis, le deuxième point, donc, on arrive à la SIC, nous sommes effectivement arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire d'avoir un certain volant de terre disponible pour pouvoir faciliter l'installation des néo-exploitants. Je veux dire, c'est pas quand quelqu'un arrive en vous disant j'ai un projet, en vous disant écoute, on va regarder, on va voir ce qu'on peut faire, et puis on met 2 ans pour regarder, qu'on va l'aider. Je pense qu'à la base, il faut avoir les terres, il faut être capable, quand quelqu'un vient nous voir, de lui dire voilà, il y a ça, on peut faire ça pour toi, et ça va faciliter beaucoup les choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait qu'on passe par une SIC. Alors, pourquoi ? Je pense que quelque part, la réponse, elle est en partie dans le monde de la société. Une SIC, c'était une société coopérative d'intérêt collectif. Et moi, je regarde surtout les 2 derniers noms, l'intérêt collectif. Aujourd'hui, le vignoble du Beaujolais, malgré la crise qu'il a connue, reste un des poumons économiques importants de la région. C'est tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros qui sont collectés au travers de leur vente de bovins et qui vont être réutilisés pour payer nos fournisseurs, payer nos salariés, payer nos artisans, payer nos commerçants. Donc, quelque part, la problématique que nous rencontrons, c'est une problématique de région. Ce n'est pas une problématique unique, c'est une problématique du territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait passer par une SIC, parce que c'est la meilleure façon pour nous d'associer tout le monde dans la démarche qui est la nôtre. Et vous avez aussi, dans cette vision, compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir sur justement une dimension collective à maintenir la qualité dans laquelle vous êtes. Oui, absolument. Il est important de continuer à produire des vins de qualité. La SIC va nous y aider, puisque nous allons maîtriser le territoire, nous allons maîtriser la production qui arrive derrière. Donc, il est important, effectivement, qu'on continue à avancer comme ça. Alors, ce champ des possibles, il vous a amené aussi à proposer et à rechercher comment structurer cette SIC, et vous avez fait le choix d'avoir des familles différenciées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment maintenant cela va se passer? Oui. Alors, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons décidé de continuer à jouer collectif. Donc, nous nous sommes rapprochés pour la création de cette SIC de l'Union régionale des SCOP, des sociétés coopératives. On continue à agir dans le collectif. Et c'est en travaillant avec cette union que nous avons compris qu'il était nécessaire de structurer la SIC pour que chacun puisse intervenir à son niveau. Quand je dis à son niveau, c'est en fonction de ses propres capacités. Je dirais un particulier n'a pas la même capacité d'investissement qu'une entreprise. Et donc, nous avons structuré la SIC en 6 familles pour que chacun puisse intervenir à son niveau, sachant que à la fin, chacun aura le même poids dans les décisions qui sont prises. C'est le principe d'une cave coopérative. Hein. C'est un homme une voix, donc là, une famille une voix, quels que soient les investissements qui sont faits. Et c'est donc le lancement aujourd'hui officiel de l'ouverture de cette démarche. Alors, si on part plutôt côté néo-viticulteur, j'ai bien compris, je ne dis pas jeune viticulteur, au-delà de ce partenariat avec le lycée Bel Air, comment est-ce que vous allez réussir à les inciter, à les amener vers vous? Est-ce que vous allez prendre votre
sept de pèlerins. Comment est-ce que vous allez les guider jusqu'à vous? Je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas qui, on ne sait pas où il est. Donc la seule façon de le faire, c'est effectivement de communiquer beaucoup, de façon à ce que les gens savent, on est là, on est prêt à vous aider, on est prêt à faire les démarches qui vont bien pour vous permettre de franchir le pas, comme je l'ai fait moi, et pour vous permettre de vous installer. Donc la seule façon qu'on a, c'est de communiquer. C'est de le dire, et je crois que tout votre conseil d'administration est derrière vous et va lui aussi prendre son bâton pour aller porter cette parole. Alors, en termes peut-être d'accompagnement pur, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure avec une technicienne qui accompagne, mais il va y avoir aussi une étape de remontée du nombre d'hectares. Alors, comment est-ce que vous avez prévu d'aborder cette démarche? Je l'ai aussi peut-être en partie abordé précédemment. Aujourd'hui, la principale des choses à faire, c'est de disposer d'un volontaire. Tant qu'on n'aura pas les terres, on ne sera pas capable d'accompagner quelqu'un. Donc la SIC est très importante en soi pour nous permettre de continuer à avancer. Et ensuite, une fois qu'on disposera des terres, ça sera plus facile pour monter une exploitation qui sera économiquement viable. Le jour où elle sera faite, nous répondrons comme nous l'avons fait avec nos premières installations, nous répondrons à la problématique du fonds de roulement comme on a pu le faire. Donc, je crois pouvoir dire que mon conseiller est d'accord avec moi. Nous mettrons de l'argent sur la table, nous avancerons de la trésorerie pour permettre aux gens de s'installer et de pouvoir travailler en vivant normalement durant la première année et demie, il n'y a pas de recette. Alors, vous avez évoqué votre parcours, vous êtes vous-même, vous serez à un moment vous-même en phase de transmission, vous avez deux de vos élus qui sont à vos côtés, j'aimerais bien qu'ils fassent part eux aussi de leur situation aujourd'hui avec Denise Dupré et Jean-Luc Maire. Juste venir nous dire, eh bien, vous en êtes où aujourd'hui et ça se passe comment? Vous pouvez venir tous les deux. Juste évoquer et témoigner sur... Oui, donc voilà, j'arrive un petit peu en fin de course, donc la retraite s'approche et personne donc pour reprendre mes lignes actuellement. Donc voilà, j'espère un petit peu la SIC être là pour m'aider. Voilà. Vous avez commencé à rechercher il y a plusieurs mois, vous êtes mis dans cette démarche? Oui, j'ai commencé doucement. Voilà, parce qu'on n'est des fois pas prêt encore à lâcher tout de suite. Voilà, donc on va rechercher parce qu'il faut conserver nos terres. Bien sûr. Jean-Luc Merle? Oui, pour ma part, j'ai amené ma première récolte en 1982. Depuis quelques années, on va dire largement 5 ans, je m'inquiète de la succession puisque je n'ai pas de succession directe. Alors, j'ai eu des apprentis qui travaillaient en théorie, ils faisaient toute la théorique au lycée de Bel-Air. J'ai eu 2 formations adultes. Ils sont tous restés dans la vigne. Un s'est installé, les autres sont restés salariés. Aujourd'hui, l'année dernière, j'ai travaillé avec la Chambre d'agriculture. On a vu cette exploitation, comment on pouvait la répartir, puisqu'elle est d'une taille assez importante. Et j'ai même contacté la SAFER pour faire estimer, voir et faire les connaissances de tout ça. En plus de ça, avec tout l'accompagnement qu'on a ici à l'UNESCENCE, on aurait trouvé, mais la problématique que nous avons, elle est presque européenne, puisque dernièrement, j'ai visité une coopérative de 1200 hectares au Luxembourg, et c'est 10% de la production du Luxembourg. Et en discutant avec le directeur, c'est globalement la même problématique. Bien sûr. Alors, nous allons trouver les solutions. Mais nous allons trouver, c'est évident. Et ces solutions, je pense aussi, et vous l'avez évoqué, Thierry Locatelli, c'est forcément un projet de territoire, on l'a bien compris, parce que vous avez forcément parlé de, oui, il y a la rémunération des fournisseurs, il y a les familles, mais ça veut dire aussi que ça fait vivre un territoire. Et je voudrais demander d'abord à Frédéric Bezem, vous êtes maire de Chirouble, peut-être venir évoquer merci beaucoup, ce que représente pour vous un projet de cet ordre à l'échelle d'une commune et puis aussi bien sûr à l'échelle de l'AOC Podium que vous représentez.
D'accord, oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout originaire du monde viticole, je suis plutôt dans le pays de Houblon, je suis originaire du Nord, donc je découvre le Beaujolais, je suis installé ici depuis 4 ans. Moi, j'étais intéressé par la démarche, hein, parce que SCI, je ne savais pas bien ce que c'est, je regarde et je vois, bon, les statuts, mais l'association avec des territoires, des partenaires, des collectivités, et ça, c'est intéressant. Dans ma carrière professionnelle, j'étais responsable de la RSE. Et la RSE, elle commence en 1953. La responsabilité sociale des entreprises. Donc, ça va recouvrir à la fois le champ environnemental, social, sociétal, éthique des entreprises. Hein. Et le premier ouvrage qui parle de la responsabilité sociale des entreprises, c'est un bouquin écrit par un Américain qui s'appelle Howard Bowen et qui dit en gros la propriété de richesse n'est légitime que si elle est gérée dans le bien-être de la communauté. Il me semble que ce que vous avez exposé juste avant répond bien à cette exigence. Hein, il me semble bien que, ben oui, vous êtes une entreprise, vous devez créer de la richesse, et qu'est-ce que vous en faites? Quand vous expliquez un peu vos programmes, des prêts à taux zéro, des aides à l'installation, des relations avec le collège pour la formation, enfin, un certain nombre d'initiatives qui sont prises de votre part, je dis, ben, ça y est, on est dedans. On est dedans. Alors, c'est compliqué parce que cette logique-là n'est pas forcément une logique largement diffusée. Hein, et donc, il y a des acheteurs qui vous mettent un peu la pression, des choses comme ça, mais vous défendez les viticulteurs. Et c'est intéressant parce que vous en parlez avec beaucoup de sincérité, et puis on sent que vous aimez les viticulteurs. Hein, et on sent qu'il y a cet attachement à cette sincérité et authenticité du métier de viticulteur qui fait que, ben, effectivement, si c'est compliqué, pour rien au monde, il quitterait ce métier. La grande difficulté, on l'a bien évoqué, c'est la transmission. Et à Chiraud, on se heurte aussi à ce problème. Hein, on se heurte aussi. Je ne vais pas me lamenter sur Chiraud, mais c'est un terroir compliqué, pentu, un peu en altitude. C'est peut-être un bénéfice maintenant avec le réchauffement climatique, mais en tout cas, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on voit des friches qui émergent de plus en plus, et donc un réel souci. Donc, je vois que votre démarche, peut-être, va aussi générer à Chiraud un certain nombre d'initiatives intéressantes. Hein, et donc, je vais vous suivre de très près, et puis on va discuter ensemble sur tout ça. Hein, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus sur les choses? Vous serez aux côtés de la SIC, et c'est ça. Oui, exactement, oui. D'avoir un partenaire qui est engagé et responsable comme ça, c'est une évidence. C'est une évidence pour les territoires. Donc on va travailler ensemble. Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Témoignage également, Frédéric Ponchéry, si vous le voulez bien, en tant que maire de Belleville. Il est tombé dans les Il est en route, pardon. Il y a quelques soucis sur la route. Il y a des soucis sur la route. Très bien. Eh bien alors, je vais demander à Jérémy Thien, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, de présenter également ce regard qu'il porte sur cette démarche que vous découvrez aujourd'hui, hein, puisque l'intérêt des terres de l'Île-Naissance était de ne pas la dévoiler et qu'elle le soit intégralement sur cette présentation. Oui, merci. Je la découvre et en même temps, ce n'est pas une immense surprise. C'était pas sûr. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec Thierry, cette recherche de solutions, parce que on le sait tous aujourd'hui, ça a été dit à de nombreuses reprises déjà ce matin, l'enjeu majeur, c'est le renouvellement des générations sur ce territoire. Et on travaille en réseau de manière très étroite sur cette question-là, que ce soit avec les organisations professionnelles, les cartes opératives des viticulteurs, les collectivités locales, la Chambre d'agriculture, puisque notre communauté de communes ici, Saône-Beaujolais, a engagé avec la Chambre d'agriculture une action pour un chargé de mission spécifique sur ce territoire, pour aller faciliter les transmissions, les installations. On a des projets avec la communauté de communes aussi, et on travaille avec Vinescence sur un projet de la Grange Charton, à quelques encablures d'ici, qui est un lieu fantastique qui devrait lui aussi permettre de faciliter les installations, les transmissions. Et puis la région, puisque je suis aussi là pour ça, le conseil régional avec Laurent Wauquiez porte une attention toute particulière au Beaujolais.
On a eu sur les 5 dernières années un plan Beaujolais qui a apporté plus de 5 millions d'euros, un plan qui associait la région, le département, les communautés de communes. En janvier prochain, un nouveau plan qui redémarre dans le cadre d'un plan de filière viticole. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que tout le monde tire dans le même sens. Il y a une grande cohérence dans les actions qui sont menées, de la complémentarité, et avec la liberté de choix des acteurs de choisir leur mode de valorisation de leur production, qu'il s'agisse de la coopérative, qu'il s'agisse des producteurs indépendants. En tout cas, chacun partage cette vision-là, et c'est ce qui est vraiment important. On fait de l'aménagement du territoire, on fait de l'économie, on est des chefs d'entreprise, tous les uns et les autres, mais aussi on fait de l'aménagement du territoire. Thierry parlait de l'intérêt collectif, il est largement partagé ici. Et vous avez raison d'insister sur cette vision régionale, puisque Dieu sait s'il y a de beaux vignobles aussi sur cette magnifique région. Mais c'est même au-delà des vignobles. On a une région qui, sur le plan agricole, agroalimentaire, est une des premières, si ce n'est la première de France. D'abord, le budget du conseil régional, le budget agricole est le premier des budgets des régions de France. Et puis, on a plus de 200 signes de qualité. On a l'ensemble des productions agricoles et agroalimentaires qui sont présentes sur notre territoire. Une valorisation sur laquelle on travaille à travers une marque bannière, Ma Région C'est Terroir, qui est en train de se déployer après une première phase de test, la région du goût. Il y a une véritable vallée de la gastronomie, le développement du tourisme. Enfin, vous voyez, il y a une cohérence très forte dans les différentes actions publiques qui sont menées sur l'ensemble de cette grande région. Et c'est vrai que cette SIC, les terres de vie naissance, alors qu'il n'est pas la première SIC viticole qui se met en place, et Myriam pourra peut-être nous en parler aussi, mais en tout cas, qui peut être un vrai modèle, un vrai flambeau pour d'autres territoires et leur donner envie. C'est un outil essentiel, parce que je parlais tout à l'heure de la question du renouvellement des générations, mais il y a d'autres défis à relever. C'est des défis qui ne sont pas seulement des défis du monde vitivinicole, c'est aussi le problème de la pression foncière. On voit bien que la métropolisation de Lyon a créé d'autres défis à relever, qui sont l'arrivée de nouvelles populations, la concurrence sur les territoires entre des néo-ruraux et ces terres agricoles. On parlait tout à l'heure, il n'y a pas que le problème des friches, il y a le problème de cette pression foncière, notamment sur le périurbain. Et ici, on connaît très très bien le problème, parce que la proximité de Belleville, de l'autoroute, des voies principales de communication rend ces territoires très attractifs. Il faut que les acteurs publics soient capables d'apporter des réponses qui sont des réponses de protection de la vocation agricole des terres. Ça veut dire, Président, qu'il y a déjà, on le sent bien, une cohésion et une osmose autour de votre projet qui doit vous mettre du baume au cœur et vous donner l'énergie pour continuer dans cette démarche. Alors, merci Monsieur le conseiller régional. Et je vais laisser Alexandre Portier, député du Rhône, qui lui aussi. Alors, c'est pas protocolaire, mais ça fait rien. Allez. Pas trop de protocole. Frédéric Poncéry, donc pour Belleville en Beaujolais. On va faire comme si vous aviez tout écouté, que vous êtes content et que vous allez soutenir la SIC. Mais j'avais lu le dossier. Hein. Yes. C'est mieux. Alors effectivement, je représente Belleville en Beaujolais, puisque Vinescence est sur le territoire de Belleville en Beaujolais, mais également la communauté de communes. Et j'excuse Jackie Bénichon, qui actuellement est le président de la CCI, hein, pour vous dire qu'en fait, on est sur toutes les thématiques. Et moi-même, j'étais, pour expliquer mon retard, au comité de pilotage très élargi avec l'ensemble des services de l'État et des partenaires de notre projet de méthanisation territoriale. Et Vinescence est très concernée, puisqu'on les dépanne depuis quelques années sur tous les effluents. Que vous parliez de synergie avec les partenaires, ben là, on en voit une. C'est un syndicat de traitement des eaux usées qui rend service à ces industriels ou à ces, en l'occurrence à Vinescence, en attendant qu'il y ait une unité de méthanisation. Et dans le futur, Vinescence participera au biogaz du territoire. Voilà, c'est une petite introduction un peu longue pour expliquer mon retard et celui de Jackie Bénichon, qui lui est sur le volet industrie aujourd'hui. Et donc, cette SIC qui s'installe dans cette dimension de pérennité et de maintien de l'activité, qui est forcément indispensable sur ce Beaujolais où la dimension viticole est une réalité séculaire. Alors, c'est une réalité séculaire, mais c'est surtout quelque chose dont on est extrêmement fier. Alors, sans être chauvin, parce qu'on goûte tous les vins du monde, notre région, c'est une région qui est formidable, qui est incroyable. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui, il faut dire des choses. En fait, c'est souvent les gens de notre territoire qui ne voient pas le potentiel qu'on a sur ce territoire. Et il faut absolument que
nous tous, ces acteurs, on participe à la mise en avant de ce territoire qui a des atouts incroyables, que tout le monde reconnaît quand on vient de l'extérieur. La première fois que des gens… Toi, voilà, tu en es un bel exemple. Il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur et qui disent « mais c'est incroyable, votre région ». Et en fait, nous, on semble la découvrir parfois. Donc, moi, je suis enchanté que le conseil d'administration de Vinescence, à travers son président, son nouveau directeur et son ex-directeur tout frais, s'engage dans cette SIC parce que c'est justement, on a une collectivité qui est plutôt innovante dans beaucoup de domaines, notamment l'environnement, mais pas que. Et là, de voir que les acteurs professionnels se saisissent d'un dossier quand même, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai 2. Oui, donc 2, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a une attention toute particulière à apporter à l'évolution de la profession et c'est extrêmement important pour le futur. Alors, on n'est pas du tout dans le protocole, mais Myriam, j'aimerais bien que vous nous évoquiez parce que vous avez accompagné techniquement la SIC, son montage, et quelles sont les difficultés, les problématiques et les atouts, bien sûr, qu'il peut y avoir à s'être engagé dans une démarche comme celle-là. Si on reste effectivement uniquement sur la partie agricole, en fait, on est… on va dire que ça fait plutôt 5 ans qu'on est de plus en plus sollicité par des sociétés coopératives agricoles qui réfléchissent au développement de leur activité différemment. Quand je dis différemment, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut aujourd'hui réfléchir à une hybridation en termes de compétences, en termes de moyens, en termes d'acteurs, et aussi avec une dimension où ils veulent affirmer le rôle sociétal qu'ils veulent avoir, en tout cas à l'échelle de la production de leur activité. Et c'est vrai que le modèle SIC répond en tout cas à ces différents enjeux-là, avec en complément quand même ce que vous n'avez pas évoqué, mais il me semble être un enjeu aussi, c'est la question de la spéculation foncière. C'est-à-dire qu'un des enjeux aussi dans le cadre de l'installation de ces nouvelles, des personnes qui veulent s'intéresser au développement de ces activités-là ou qui veulent les racheter, c'est aussi la question de la valorisation de ces activités qui sont réelles, puisqu'il y a un capital d'exploitation qui est important, parce qu'effectivement, le foncier a pris de la valeur et que exploiter un foncier aujourd'hui coûte plus cher pour des raisons que vous connaissez parfaitement bien. Et donc, du coup, l'enjeu, c'était aussi de trouver une forme de coopérative qui permet de neutraliser quelque part cette spéculation. Et c'est vrai que le statut SIC, indépendamment de tous les enjeux qui ont été évoqués, répond aussi à cette question-là sur la partie agricole. Vous avez évoqué les problématiques de succession, les 2 viticulteurs qui ont témoigné l'évoquent aussi, c'est-à-dire la difficulté de transmettre parce qu'on n'a plus de successeurs en interne. Et c'est vrai que le modèle SIC répond aussi à ces enjeux de transmission, d'exploitation dans un format non spéculatif. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas vivre de son activité agricole si on continue à payer trop cher pour pouvoir travailler. Et donc, nous, on est c'est assez récent pour nous d'accompagner ces activités-là, puisqu'on est quand même assez présent sur la filière alimentaire au niveau du modèle SCOP et SIC, plutôt dans l'aval de la filière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de restauration commerciale, collective, de la transformation, et depuis 4-5 ans, on est de plus en plus sollicité par les coopératives agricoles, donc nous, on est ravis, parce qu'effectivement, c'est un statut qui est assez jeune. Il faut savoir que c'est un statut qui a été créé à l'origine par la Confédération Générale des SCOP et des SIC en 2001, pour répondre justement à ces enjeux de territoire, mais aussi avec une dimension sociale, sociétale et économique. Pour nous, c'est très important que ces activités qu'on développe dans un format coopératif se pérennisent dans la durée, et donc la dimension économique que vous avez travaillé en amont pour tester, en tout cas le lancement de ce projet-là, fait partie aussi des champs qu'on accompagne et qui sont importants pour pérenniser ces activités dans la durée et qu'elles se transmettent de génération de coopérateurs en génération de coopérateurs. Donc, bravo à vous. Et en tout cas, bon lancement. On est ravis, nous, de vous accompagner, en tout cas, sur ce projet-là. Merci. Un mot de conclusion, Thierry, peut-être, avant que l'on donne la parole à ceux qui nous suivent en visio et puis à nos amis journalistes qui sont dans la salle également. Oui, pour conclure, je crois qu'on peut dire qu'on est, avec cette création de la SIC, on est sur un projet, sur une vision d'avenir, je pense qu'on peut dire. Et je crois que on démarre une formidable aventure qui concerne donc tout un territoire avec lequel on souhaite effectivement partager cette aventure-là. Et donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre
C'est facile pour le faire. Il y a des magasins, il y a des bulletins d'inscription dans les magasins. Vous pouvez vous connecter sur notre site vinescence.fr. Vous serez toujours encadré pour nous accompagner. Ce que je voudrais surtout faire, c'est, je pense qu'on doit être quelque part dans le vrai. La présence de nos élus ici confirme un petit peu, je crois, le fait qu'on est dans le vrai. Ce que je voudrais donc faire, c'est les remercier et remercier les gens qui vont bientôt nous accompagner. Merci à tous. Alors, je crois que nous avons l'arrivée de monsieur le député. Oui. Eh bien, écoutez, je suis désolée, on va vous faire sauter, même après la conclusion. On a dit qu'on ne faisait pas dans le protocole. Donc, voilà. Juste 2 mots sur l'intérêt forcément majeur, je suppose qu'il y a pour vous à avoir un projet comme cette SIC sur le territoire en termes de pérennité, en termes d'installation, en termes d'accompagnement et en termes de vie de ce territoire du Beaujolais. Alors d'abord, bonjour à tous. J'étais coincé il n'y a pas très loin, mais malheureusement à quelques centaines de mètres, comme quoi les distances des fois peuvent être un peu longues. Mais ça ne gâche pas au plaisir et à l'importance d'être ici, évidemment. On touche à un enjeu qui est fondamental à la fois en matière d'aménagement du territoire et de pérennité aussi du modèle Beaujolais. Notre gros enjeu, c'est d'arriver à tenir dans le temps, parce que le Beaujolais sort de belles années où il a su remonter une pente qui était difficile, il faut le dire, remonter une image et puis donner aussi un souffle en termes de vocation. La question qu'on a qui est fondamentale aujourd'hui pour nous, c'est comment est-ce qu'on gère nos terres, le foncier. Il y a 2 richesses dans la vie, c'est à la fois les hommes et la terre qu'on peut exploiter, sur laquelle on fait tout pousser. Et c'est vrai que l'une des grosses problématiques, c'est aujourd'hui de trouver un modèle à la fois économique, foncier, pour arriver à structurer notre territoire dans la durée. Et c'est vrai qu'on a la chance sur le territoire d'avoir des acteurs qui ont pris les devants là-dessus. Dans une période où tout bouge et où tout va vite, le pire des scénarios, c'est évidemment de subir la pression foncière, notamment tout ce qui peut venir aujourd'hui de la métropole de Lyon. Quand on veut pouvoir rester maître de son destin, il faut prendre les choses en main. C'est ce que font les collectivités dans bien des domaines, avec une politique qui est volontariste, que ce soit du côté de la région ou également du côté des communes. Et puis, ça passe par des acteurs privés, coopératifs. Et on a la chance d'avoir des vraies têtes de pont, des acteurs offensifs. Et c'est pour ça que cette pièce qui est apportée dans le puzzle aujourd'hui, moi, elle me semble assez fondamentale. Évidemment, les élus ne sont pas là pour faire la place d'eux, mais si on est aussi nombreux et qu'on est en soutien aujourd'hui, c'est parce qu'on est bien convaincus que les mieux placés pour faire, c'est toujours ceux qui connaissent leur domaine, ceux qui le portent, ceux qui le travaillent au quotidien. Et le rôle des élus, c'est d'être là pour faciliter, pour trouver les financements quand c'est nécessaire, puis donner la portée, toute la dimension à ces projets qui sont essentiels, qui sont structurants, parce que demain, personne ne peut imaginer le Beaujolais sans ses vignes et sans ses vignerons. Voilà. Ce serait dommage, les fruits. Ce serait dommage. Merci à vous, monsieur le député. Alors, est-ce que nous avons des questions par rapport à ce qui a été évoqué, que ce soit en visio ou peut-être là, et puis évidemment, si vous voulez interviewer ensuite le président ou les membres du bureau? Non? Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je suppose que nous avons été très clairs. Vous avez été exceptionnel, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on partage un moment de convivialité, Frédéric. Je pense qu'il va arriver jusque-là maintenant. Je me demandais s'il y en a qui veulent visiter, avant de partager le moment de convivialité.